Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. J'ai remarqué la première fissure dans notre mariage un mardi soir de mars. La pluie tambourinait contre nos fenêtres victoriennes méticuleusement restaurées, des fenêtres que j'avais personnellement mesurées, commandées et installées au cours des 3 années de rénovation qui avaient été autrefois notre passion commune. Clara et moi avions acheté cette maison comme une coquille vide, un beau désastre avec de bonnes fondations et une installation électrique terrible. Maintenant, elle se dressait comme un témoignage de ma vision architecturale et de notre prétendu partenariat. Je serai à la maison toute la journée demain, a déclaré Clara, sans lever les yeux de son téléphone alors qu'elle suivait quelque chose avec une concentration intense. Je travaille juste sur la suite d'invitations de mariage des Alexander. J'ai hoché la tête, regardant ses doigts bouger sur l'écran. Ma femme depuis 12 ans dirigeait un studio de design graphique boutique spécialisé dans les invitations de mariage de luxe, ironique compte tenu du peu d'attention qu'elle accordait désormais à notre propre mariage. Son bureau à domicile occupait ce qui devait autrefois être une chambre d'enfant, un fait que ni l'un ni l'autre ne reconnaissions plus. La réunion de Portland pourrait se terminer plus tôt. Je pourrais être de retour pour le dîner, ai-je proposé, cherchant sur son visage la moindre lueur d'intérêt. Ne te presse pas, a-t-elle répondu, posant enfin son téléphone. Ces clients paient des tarifs premium pour ton temps. Donne-leur l'expérience complète David Matthews. Cette nuit-là, nous avons suivi notre protocole de traitement de fertilité. Clara a vérifié son application d'ovulation, a annoncé que c'était une fenêtre optimale, et nous avons eu des rapports intimes sans nous regarder dans les yeux. 3 ans d'essais, des dizaines de visites chez le médecin, d'innombrables injections d'hormones, tout cela menant à ces rencontres programmées qui semblaient plus cliniques qu'intimes. La réunion de Portland s'est effectivement terminée plus tôt. Mon client a approuvé les conceptions avec des révisions minimes. Je me suis retrouvé à rentrer chez moi en voiture à 15h30, impatient de surprendre Clara avec des réservations pour le dîner dans le bistrot français qu'elle adorait autrefois. Notre allée était vide. La maison était silencieuse, pas de lumière à la fenêtre du bureau de Clara où elle prétendait travailler toute la journée. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 17 minutes, regardant les ombres de l'après-midi s'étirer sur notre pelouse parfaitement entretenue. À 16h47, l'Audi blanche de Clara s'est garée dans l'allée. Elle est sortie avec 2 sacs de course, les cheveux légèrement ébouriffés, portant la même tenue que ce matin, le chemisier bleu marine et la jupe crayon grise qu'elle enlevait généralement dès qu'elle commençait à travailler à domicile. Son visage lorsqu'elle a vu ma voiture ne peut être décrit que comme une panique momentanée, rapidement transformée en surprise fabriquée. « David, tu es rentré tôt », a-t-elle dit en s'approchant avec les sacs de course, créant une barrière pratique entre nous. Je suis juste sorti pour acheter des ingrédients pour le dîner. Je pensais que nous pourrions essayer cette nouvelle recette de pâtes du Times. Ce soir-là, alors que nous mangions ces pâtes préparées à la hâte, le téléphone de Clara a vibré 17 fois. Elle ne l'a jamais vérifié, bien que ses yeux se tournent vers lui à chaque vibration. La Clara que j'avais épousée vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle, répondant aux messages des clients en quelques secondes. Cette Clara, peu importe qui elle devenait, avait une retenue remarquable quand cela l'arrangeait. Je suis resté éveillé cette nuit-là, cataloguant les incohérences dans mon esprit, de la même manière que je le ferais pour des défauts structurels lors d'une inspection de bâtiment. Un architecte est formé pour remarquer quand quelque chose n'est pas aligné, quand une fondation montre des signes de tassement, quand une ligne de toit n'est pas tout à fait droite. Mon mariage présentait des micro-fissures, et je ne pouvais plus les ignorer. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai commencé à documenter méthodiquement les preuves. Ma formation en architecture m'avait appris à analyser les problèmes systématiquement, identifier le problème, recueillir des informations, déterminer la cause, développer des solutions. J'ai créé un document privé sur mon ordinateur portable professionnel, enregistrant les changements de comportement de Clara avec un détachement clinique. Les réunions avec les clients étaient toujours programmées pendant mes voyages d'affaires, de la nouvelle lingerie apparaissait dans son tiroir, de la dentelle noire, de la soie rouge, des articles que je n'avais pas achetés, un changement de parfum. Passant de son odeur florale habituelle à quelque chose de plus musqué, de plus séduisant, de plus en plus possessive avec son téléphone, obsessionnel avec le nettoyage de la chambre d'amis après mes voyages. Le schéma de nettoyage de la chambre d'amis était particulièrement révélateur. Clara n'avait jamais été méticuleuse avec les tâches ménagères. Pourtant, après chacun de mes voyages d'affaires, elle insistait pour nettoyer elle-même en profondeur la chambre d'amis, défaisant le lit, lavant tout au cycle de désinfection, passant l'aspirateur avec une attention minutieuse aux détails.
Laisse-moi t'aider, avais-je proposé après mon retour de Chicago, la trouvant à quatre pattes en train de frotter le sol de la salle de bain des invités. Ne sois pas idiot, a-t-elle dit sans lever les yeux. Tu travailles trop dur. C'est méditatif pour moi. Méditatif, un choix de mots intéressant pour quelqu'un qui avait auparavant décrit le nettoyage comme une corvée écrasante pour l'âme. La confirmation que je ne voulais pas est arrivée. Lors de notre rendez-vous mensuel de fertilité, le docteur Reeves a examiné notre dossier pendant que j'étais assis à côté de Clara, lui tenant la main comme nous l'avions fait pendant 3 ans. Je vois que vous avez manqué vos 2 derniers rendez-vous de suivi, Clara, a déclaré le docteur Reeves, levant les yeux avec une inquiétude professionnelle. La régularité est importante avec l'hormonothérapie. La main de Clara s'est resserrée dans la mienne. Il doit y avoir une erreur. J'étais ici les 2 fois. Le docteur Reeves a froncé les sourcils, vérifiant à nouveau sa tablette. Je n'ai aucune trace de vos visites le 18 février ou le 4 mars. Je me suis immédiatement souvenu de ces dates. Ces 2 jours-là, j'étais en voyage d'affaires, des jours où Clara m'avait envoyé des SMS concernant des rendez-vous positifs, partageant des détails fabriqués sur ses niveaux d'hormones et son nombre de follicules. Votre bureau a dû faire une erreur administrative, a insisté Clara, la voix montante. Je me souviens spécifiquement que l'infirmière a fait des commentaires sur mes chiffres en amélioration. Ce soir-là, j'ai vérifié en ligne le relevé de notre carte de crédit commune. Clara avait effectué de multiples dépenses dans des salons de beauté dont je ne l'avais jamais entendu parler, des restaurants qui n'étaient pas dans notre quartier, et surtout, des frais de parking d'hôtel les jours où j'étais en voyage. Le lendemain matin, Clara s'est plainte d'un mal de tête. Pendant qu'elle était sous la douche, j'ai fouillé dans son sac à main et j'ai trouvé un reçu de la boutique La Perle daté de la période de mon voyage à Portland. $340 pour de la lingerie, des huiles de massage et des bougies parfumées, des articles que je n'avais jamais vus ou expérimentés. Ce soir-là, Clara a annoncé qu'elle devait à nouveau nettoyer en profondeur la chambre d'amis. Pourquoi, ai-je demandé. J'attends un client potentiel pour voir mon portfolio la semaine prochaine pendant que tu seras à Seattle, a-t-elle répondu du tac au tac. Alors que Clara dormait à côté de moi cette nuit-là, j'ai fixé le plafond, mon esprit d'architecte assemblant le plan d'une trahison. Si elle nettoyait cette pièce si frénétiquement après mes voyages, qu'est-ce que, ou qui essayait-elle d'effacer? 2 jours avant mon voyage prévu à Seattle, j'ai dit à Clara que je devais finaliser quelques plans dans mon bureau à domicile. Ne m'attends pas, ai-je dit avec désinvolture. Ces révisions structurelles pourraient prendre toute la nuit. Clara a hoché la tête distraitement, déjà absorbée par son téléphone. Une fois qu'elle se fut retirée dans notre chambre, j'ai rassemblé mes outils d'inspection, des articles que j'utilisais typiquement pour examiner les matériaux de construction et la qualité de construction. La lampe de poche UV, conçue pour détecter les dégâts des eaux et les défauts des matériaux, servirait un objectif différent ce soir. Je me suis approché de la chambre d'amis méthodiquement, de la manière dont j'inspecterais une structure potentiellement compromise. L'espace semblait immaculé, le lit parfaitement fait avec nos draps en lin coûteux, les oreillers décoratifs arrangés avec l'œil de designer de Clara, les surfaces sans poussière et étincelantes. Mais l'œil d'un architecte voit au-delà des surfaces. Les parquets en bois dur, du chêne sélectionné à la main que j'avais installé moi-même, montraient de légères éraflures près du lit, des marques qui ne devraient pas exister étant donné la rareté avec laquelle nous utilisions cette pièce. Le tapis avait été récemment shampouiné. Je pouvais détecter la légère odeur chimique sous le spray d'ambiance signature de Clara. Sous la lumière UV, l'apparence immaculée s'est davantage effondrée. Une légère tache est apparue sur le matelas malgré la literie fraîchement lavée. Sur le sol, près de l'endroit où la plainte rencontrait le bord du tapis, je l'ai trouvé, un petit coin déchiré d'un emballage de préservatif, manqué lors du nettoyage par ailleurs minutieux de Clara. J'ai tout photographié avec mon téléphone, documentant chaque élément de preuve comme je documenterais les défauts structurels pour un client. Mes mains sont restées fermes, ma respiration contrôlée. J'ai ressenti un étrange détachement, comme si j'évaluais l'effondrement du mariage de quelqu'un d'autre. Le tiroir de la table de chevet contenait d'autres preuves, une petite bouteille d'huile de massage de la même marque chère figurant sur le reçu que j'avais trouvé dans le sac à main de Clara. Dans le placard des invités, derrière une pile de serviettes et de produits de nettoyage, j'ai découvert une boîte de préservatifs, à moitié vide. Nous n'avions pas utilisé de préservatifs depuis avant notre mariage. J'ai passé la nuit dans mon bureau, non pas à travailler sur des plans, mais à digérer la réalité de ma vie. Mon esprit d'architecte a automatiquement commencé à chercher des solutions.
J'avais besoin de plus que des preuves circonstancielles pour une procédure de divorce. J'avais besoin de documents prouvant l'adultère et d'une protection pour mes biens. Le lendemain matin, Clara était inhabituellement affectueuse, préparant mon petit déjeuner préféré et entamant une conversation sur les prénoms de bébé, un sujet qui ressemblait désormais à une manipulation grotesque. Je pensais que, si nous avions un garçon, nous pourrions l'appeler d'après ton père, a-t-elle dit, remplissant ma tasse de café. Robert est un prénom tellement fort et classique. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon client de Seattle et j'ai transformé notre réunion en personne en visioconférence, expliquant qu'une affaire personnelle requérait mon attention. Ensuite, j'ai recherché en ligne des équipements de surveillance discrets. Mes projets architecturaux nécessitaient parfois une surveillance de sécurité pendant la construction, j'étais donc familier avec les systèmes de caméras. J'ai commandé un kit professionnel de caméras sans fil conçu pour la sécurité des chantiers de construction, petites, fonctionnant sur batterie, et virtuellement invisibles lorsqu'elles sont correctement positionnées. J'ai payé pour une livraison le lendemain en utilisant ma carte de crédit personnelle. Le colis est arrivé le lendemain matin pendant que Clara était à son cours de yoga du mardi, le seul engagement qui n'avait pas varié en 5 ans. J'ai installé des caméras dans toute notre maison avec l'efficacité de quelqu'un qui comprenait les cachettes structurelles. Une dans le salon cachée dans une étagère, une autre dans la cuisine déguisée en chargeur USB, une dans le couloir cachée dans un détecteur de fumée, et surtout, 2 dans la chambre d'amis. L'une orientée vers le lit, l'autre capturant tout l'espace. Alors que j'embrassais Clara pour lui dire au revoir le lendemain matin, mon sac préparé pour un voyage que je ne ferais pas, elle m'a murmuré dans le cou, « Tu vas me manquer ». Je me suis demandé combien de fois elle avait dit ces mots exacts tout en prévoyant de me trahir avant même que je n'atteigne l'aéroport. Je me suis enregistré au Marriott d'Olympia à 11h30, à exactement 1 heure de chez nous, assez près pour revenir rapidement si nécessaire, assez loin pour établir un alibi solide. La chambre d'hôtel est devenue mon centre de commandement de surveillance. L'ordinateur portable ouvert sur l'application de surveillance, les notifications du téléphone activées pour la détection de mouvements. La routine matinale de Clara s'est déroulée sur mon écran comme une émission de télé-réalité banale. Elle a fait du café, répondu à des emails à son bureau, pris une douche à 10h15. Rien d'inhabituel jusqu'à 14h47 lorsque mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement. La caméra de la porte d'entrée a capturé Clara saluant un homme que je n'avais jamais vu auparavant, grand, la trentaine, portant un costume coûteux qui parlait de succès dans le quartier financier. Elle l'a embrassé immédiatement, pas le bref salut de partenaires commerciaux, mais l'étreinte passionnée d'amants réunis. Il portait un sac de voyage et une bouteille de vin onéreuse. À travers les multiples angles de caméra, j'ai observé Clara faire visiter notre maison à son amant. Elle lui a montré mes prix d'architecture exposés dans le salon, riant à ce qui semblait être des blagues à mes dépens. Dans la cuisine, ils ont ouvert le vin. J'ai immédiatement reconnu la bouteille. Elle provenait de notre collection de mariage, un cadeau des parents de Clara, un Bordeaux à $200 prévu pour notre 15e anniversaire. La caméra de la chambre d'amis a tout capturé en haute définition. Clara avait préparé l'espace méticuleusement. Des fleurs fraîches sur la table de chevet, des bougies prêtes à être allumées, l'huile de massage coûteuse bien en vue. Leur intimité était naturelle, confortable. Ce n'était clairement pas leur première rencontre. Le plus dévastateur a été leur conversation, capturée avec une clarté parfaite par mes microphones cachés. « Comment se passe la mascarade de conception de bébé ?» a demandé l'homme, Nathan, l'appelait elle, alors qu'ils étaient allongés dans notre lit d'invités en buvant notre vin d'anniversaire. Clara a ri en réponse. Mon Dieu, c'est épuisant. Un autre test négatif, une autre série de « nous devons juste continuer d'essayer ». Le spécialiste de la fertilité commence à soupçonner que quelque chose cloche puisque je n'arrête pas de rater des rendez-vous. Il ne se doute toujours de rien, c'est en qui Nathan. David ? Non, a-t-elle répondu d'un ton dédaigneux. Il est trop concentré sur ses révisions de plans et ses réunions avec les clients. Cet homme conçoit littéralement des maisons de rêve pour les autres tout en étant complètement inconscient que la sienne est en train de s'effondrer. Elle a attrapé son sac à main près du lit, extrayant un petit pilulier étiqueté vitamines quotidiennes. À l'intérieur, elle a sorti une minuscule pilule et l'a avalée avec du vin. Une pilule contraceptive cachée dans une boîte de vitamines, a observé Nathan. C'est froid, bébé. C'est pratique, a corrigé Clara d'un ton pragmatique. David veut tellement un bébé qu'il compterait probablement mes pilules si je les gardais dans leur emballage d'origine.
Ils ont discuté de leur arrangement avec un pragmatisme dérangeant. Nathan travaillait dans la finance, voyageait fréquemment pour affaires et avait une femme et 2 jeunes enfants en banlieue. Clara a exprimé son soulagement que Nathan comprenne son désir de liberté sans le fardeau de la maternité. « As-tu repensé à le quitter ?» a demandé Nathan. « Et avoir affaire à des avocats spécialisés dans le divorce, au partage des biens, et expliquer à mes parents catholiques pourquoi le mariage de leur fille parfaite a échoué ? Non merci, a-t-elle répondu en riant. Ça marche pour l'instant. J'ai la sécurité du mariage et l'excitation de notre relation. À la tombée de la nuit, ils ont commandé des plats à emporter coûteux en utilisant ma carte de crédit, ont dîné dans ma salle à manger officielle et sont retournés dans la chambre d'amis. La violation de ma maison, de ma confiance et de ma sécurité financière a cristallisé ma résolution de vengeance. Depuis ma chambre d'hôtel, j'ai commencé à planifier. J'ai cherché des avocats spécialisés dans les affaires d'adultère et les stratégies de protection du patrimoine. Mais une procédure de divorce traditionnelle semblait inadéquate pour l'ampleur de la tromperie de Clara. J'ai réalisé que la plus grande vulnérabilité de Clara était l'opinion de sa famille. Ses parents, Robert et Linda Martinez, étaient de fervents catholiques et incroyablement traditionnels. Ils avaient financé les études de Clara et nous avaient offert la compte pour notre maison comme cadeau de mariage. Son frère, John, un adjoint du shérif du comté, et sa sœur, Sarah, une assistante sociale, maintenaient tous deux des normes morales strictes et n'avaient jamais caché leur dégoût pour l'infidélité. La famille de Clara croyait qu'elle était la fille parfaite, prospère dans les affaires, dévouée à son mariage, travaillant avec diligence pour leur donner les petits-enfants qu'ils désiraient désespérément. Leur opinion d'elle était le fondement de l'image qu'elle avait d'elle-même et de son statut social. Alors que Nathan et Clara s'endormaient dans ma chambre d'amis, j'ai fait défiler les contacts de mon téléphone jusqu'à trouver le groupe de la famille Martinez. J'ai fixé leur nom, calculant l'approche la plus efficace pour détruire bien plus que mon mariage. Je suis rentré chez moi le soir suivant pour trouver Clara en train de nettoyer frénétiquement, la maison remplie des odeurs concurrentes d'eau de javel et de bougies à la vanille. Lorsqu'elle a entendu ma clé dans la serrure, elle m'a accueilli avec un enthousiasme fabriqué, ses cheveux encore humides d'une douche récente. « Tu es de retour », s'est-elle exclamée en m'embrassant sur la joue avec exactement la bonne dose de pression, ni trop passionnée, ni trop distante. Comment c'était Seattle ? Productif, ai-je répondu, observant sa performance avec une nouvelle prise de conscience. Au cours des jours suivants, j'ai mené des reconnaissances sur la famille de Clara avec la même approche méthodique que j'utilisais pour les études architecturales. La famille Martinez fonctionnait comme une unité très soudée avec des schémas et des comportements prévisibles. Robert Martinez, 67 ans, était un électricien à la retraite qui faisait du bénévolat à leur église et avait occupé 2 emplois pendant 20 ans pour envoyer Clara et ses frères et sœurs dans des écoles privées. Son instinct protecteur envers ses filles était légendaire dans la famille. Linda Martinez, 64 ans, avait été institutrice à l'école primaire pendant 40 ans et considérait la réputation de la famille comme primordiale dans leur communauté soudée. Elle coordonnait le comité de charité de l'église et organisait des dîners de famille mensuels où la présence était obligatoire. John Martinez, 35 ans, travaillait en patrouille pour le département du shérif du comté et avait le pouvoir de procéder à des arrestations dans notre juridiction. Sarah Martinez, 32 ans, gérait des cas de services sociaux et avait vu de ses propres yeux comment l'infidélité détruisait les familles. Surtout, je savais que la famille Martinez maintenait un arbre téléphonique d'urgence. Clara me l'avait expliqué il y a des années. Si un membre de la famille était en crise, tout le monde était averti simultanément et laissait tout tomber pour aider. Le dévouement de la famille Martinez envers Clara était indiscutable. Elle était leur histoire de réussite, la fille talentueuse qui avait fait un bon mariage, créé une entreprise à partir de rien et maintenu des valeurs familiales parfaites. Ils s'étaient investis financièrement et émotionnellement dans notre mariage, me considérant comme le partenaire stable qui complétait la nature créative de Clara. J'ai programmé un autre voyage d'affaires, cette fois à Vancouver, pour une consultation de 3 jours avec un promoteur de complexes de luxe. J'ai créé un itinéraire détaillé, réservé l'hôtel en utilisant notre compte commun pour que Clara puisse vérifier la réservation, et me suis assuré qu'elle connaissait les dates exactes. Je serai absent de mercredi à vendredi la semaine prochaine, ai-je mentionné avec désinvolture pendant le petit déjeuner. Le client de Vancouver envisage d'importantes rénovations pour ses propriétés à la montagne. Clara a hoché la tête, son attention partagée entre son téléphone et son café. Ça a l'air fascinant, a-t-elle répondu distraitement.
J'utiliserai probablement ce temps pour rattraper mon retard sur certains projets de design. J'ai regardé attentivement son visage alors qu'elle assimilait cette information. Un léger tressaillement au coin de sa bouche, de l'anticipation peut-être. Elle planifiait déjà son rendez-vous. Ma préparation a été méticuleuse. J'ai installé des caméras supplémentaires avec de meilleures capacités audio, assurant de multiples angles et une qualité sonore claire. J'ai sauvegardé toutes les images existantes sur plusieurs comptes cloud sécurisés et préparé un dossier de preuve pour mon avocat. Clara, quant à elle, semblait de plus en plus excitée par mon voyage imminent. Elle a mentionné à plusieurs reprises comment elle prévoyait de nettoyer la maison en profondeur et de travailler sur un projet de conception majeur pendant mon absence. Son anticipation était palpable, et je la reconnaissais maintenant comme l'excitation de quelqu'un planifiant une escapade romantique dans sa propre maison. La nuit précédant mon départ supposé, Clara a initié une intimité pour la première fois depuis des mois. Pas notre rencontre programmée axée sur la fertilité, mais quelque chose qui imitait presque la passion. Je comprenais maintenant que c'était sa façon de se donner bonne conscience, de remplir son devoir d'épouse avant de trahir nos vœux à nouveau. Depuis ma chambre d'hôtel à 1 heure de là, j'ai regardé Clara se préparer pour l'arrivée de Nathan avec une attention dérangeante aux détails. Elle a changé les draps du lit d'invité, préparant des serviettes propres et arrangeant des fleurs achetées avec notre carte de crédit commune. Elle s'est douchée, rasée et a appliqué un parfum coûteux avant d'enfiler une lingerie noire que je n'avais jamais vue auparavant. À 19h15, Nathan est arrivé avec du champagne et des roses. Clara l'a accueilli avec une intimité passionnée qui confirmait que leur relation s'étendait bien au-delà de l'attraction physique. Ils se sont déplacés dans notre maison avec la familiarité confortable d'un couple qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. J'ai attendu jusqu'à 21h30, m'assurant qu'ils étaient installés et vulnérables. La caméra de la chambre a montré qu'ils buvaient du champagne, riaient intimement et commençaient à se déshabiller. C'était le moment. Ils étaient engagés, exposés et ignorants du piège qui se refermait sur eux. Avec une précision chirurgicale, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai envoyé un message texte groupé aux parents, frères et sœurs de Clara et à leurs conjoints, urgence. Clara s'est fait tirer dessus. Je conduis depuis Vancouver, mais je suis à des heures de route. S'il vous plaît. Allez à la maison immédiatement et appelez le 911. Elle est dans la chambre d'amis. La réponse a été immédiate et chaotique. Robert a appelé mon téléphone dans les secondes qui ont suivi, mais j'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale, maintenant ma fiction d'être injoignable pendant que je conduisais frénétiquement depuis le Canada. Linda a envoyé une série de messages de panique demandant des détails. John a immédiatement appelé ses parents et sa sœur, coordonnant leur réponse d'urgence tout en se précipitant vers notre maison. À 21h47, la caméra de la porte d'entrée a montré le camion de Robert s'engager agressivement dans notre allée, immédiatement suivi par la berline de Linda. Ils ont couru vers la maison, Robert portant ce qui semblait être un pied de biche provenant de son camion. La panique dans leurs mouvements était réelle. Ils croyaient que leur fille était en train de mourir. La caméra de la chambre d'amis a capturé Clara et Nathan, nus et inconscients, poursuivant leur rencontre intime. L'audio a capté leur conversation sur la planification d'une escapade pour le week-end, totalement ignorant des membres de la famille qui s'apprêtaient à enfoncer la porte d'entrée. La collision s'est produite à 21h51. Robert a utilisé son pied de biche pour forcer la porte d'entrée tandis que Linda hurlait le nom de Clara. Leurs voix paniquées ont résonné dans la maison alors qu'ils se précipitaient vers la chambre d'amis, s'attendant à trouver leur fille en sang et nécessitant des soins médicaux. Au lieu de cela, ils ont fait irruption par la porte pour découvrir Clara nue dans le lit avec Nathan, tous deux figés de choc et d'horreur. Les premières secondes ont été capturées avec des détails brutaux. Le cri de confusion de Linda, le visage de Robert passant de la panique à la rage, la tentative désespérée de Clara de se couvrir pendant que Nathan se précipitait sur ses vêtements. « C'est quoi ce bordel ?» a rugi Robert, sa peur pour la vie de sa fille instantanément remplacée par la fureur. « Papa !» Clara a serré le drap contre sa poitrine. « Que fais-tu ici ?» Linda se tenait dans l'embrasure de la porte, une main couvrant sa bouche, les larmes coulant sur son visage. « Clara Maria Martinez », a-t-elle chuchoté, en utilisant le nom complet de Clara comme elle l'avait fait chaque fois que Clara avait eu de graves problèmes dans son enfance. « Que as-tu fait ?» John est arrivé 30 secondes plus tard, sa main cherchant instinctivement l'arme de service qu'il ne portait pas. Il a immédiatement évalué la situation. Pas de victime par balle, pas d'urgence médicale, juste sa sœur prise en flagrant délit d'adultère.
La confrontation s'est rapidement intensifiée. Robert a commencé à crier sur les valeurs familiales et le caractère sacré du mariage. Linda oscillait entre les sanglots et les réprimandes envers Clara concernant la honte qu'elle avait jetée sur leur nom. Nathan a tenté de partir, mais John a bloqué sa sortie, exigeant une pièce d'identité et menaçant d'appeler ses collègues en service. Sarah est arrivée avec son mari Mike juste au moment où la situation atteignait son apogée, ajoutant encore plus de voix à la scène chaotique. La violence que j'avais anticipée a commencé lorsque Robert a poussé Nathan contre le mur tout en criant qu'il avait détruit le mariage de sa fille. « Espèce de fils de paix !» a hurlé Robert en attrapant Nathan par la chemise. « Tu as détruit le mariage de ma fille. » John a attrapé Nathan par le col et l'a menacé. « Tu vas me donner ton nom complet et ton adresse tout de suite ?» a-t-il exigé, ou je signale ça comme une perturbation domestique. Clara a tenté de limiter les dégâts par des explications frénétiques, mais la confiance de sa famille avait été irrémédiablement brisée. La fille parfaite qu'ils avaient respectée avait menti systématiquement, non seulement à son mari, mais aussi à eux. « Tu as fait semblant d'essayer d'avoir un bébé » a dit Linda, la voix brisée. « Alors que nous prions pour avoir des petits-enfants, tu étais en train de faire ça. » Alors que les sirènes de police devenaient audibles au loin, probablement appelées par des voisins inquiets entendant l'agitation, j'ai commencé mon trajet de retour pour asséner le coup de grâce à ma vengeance méticuleusement planifiée. Je suis arrivé chez moi à 22h43 pour trouver 3 voitures de police dans mon allée, des voisins debout sur leur porche et ma maison illuminée par des gyrophares. Je me suis garé calmement et je me suis approché avec une inquiétude fabriquée, demandant à l'officier au périmètre ce qui était arrivé à ma femme. À l'intérieur, Clara était assise sur notre canapé de salon enveloppée dans un peignoir, le visage maculé de larmes et de mascara. Sa famille se tenait autour de la pièce, Robert et Linda près de la cheminée, John parlant avec un officier supérieur, et Sarah réconfortant sa mère tout en lançant des regards dégoûtés à Clara. Nathan était parti, après avoir été escorté vers la sortie après avoir fourni ses informations. La chambre d'amis restait une scène de crime de trahison avec des vêtements éparpillés, des verres de champagne renversés et la lingerie que Clara avait portée pour son amant servant désormais de preuve de sa tromperie. Monsieur Matthews, s'est approché de moi l'officier supérieur. Il semble y avoir eu un malentendu. Nous avons reçu des signalements concernant une fusillade à cette adresse, mais nous avons trouvé une situation domestique. J'ai joué mon rôle à la perfection, exprimant ma confusion tout en maintenant ma fiction d'avoir été contacté à Vancouver. J'ai montré le reçu de mon hôtel et le contrat de location de voiture qui appuyait mon alibi. La police a accepté mon histoire complètement. J'étais le mari trahi, la victime dans ce drame domestique. Lorsque les officiers sont finalement partis, la famille de Clara est restée, trop investie émotionnellement pour s'en aller. Je me suis approché de Clara pendant que ses parents conféraient dans la cuisine. « Tu as planifié ça ?» a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Je lui ai montré mon téléphone avec l'application de la caméra ouverte, affichant les flux en direct de notre chambre d'amis. Le visage de Clara s'est transformé lorsqu'elle a réalisé l'ampleur de ma planification, le système de surveillance, le faux appel d'urgence, la réponse familiale coordonnée. « J'ai découvert ce que tu faisais » ai-je dit doucement. « Je me suis simplement assuré que ta famille le découvre aussi. »« Depuis combien de temps le sais-tu » a-t-elle demandé désespérément. « Assez longtemps pour tout enregistrer » ai-je répondu. La liaison, les pilules contraceptives, les mensonges sur les traitements de fertilité, chaque conversation où tu t'es moqué de notre mariage. J'ai sorti les papiers du divorce de ma mallette, déjà préparés et juridiquement contraignants. Tu as 30 jours pour quitter notre maison. Mon avocat te contactera au sujet du partage des biens. L'effondrement de Clara était total. Elle s'est effondrée sur le canapé, sanglotant de manière incontrôlable alors que les implications complètes la frappaient. Elle avait perdu son mariage, le respect de sa famille, sa maison et sa réputation en une seule soirée. Robert s'est approché de moi avant de partir, me serrant fermement la main. « Je suis désolé, mon fils » a-t-il dit avec un regret sincère. Nous n'en avions aucune idée. Linda m'a serré dans ses bras en pleurant. Nous l'avons mieux élevé que ça, a-t-elle répondu à travers ses larmes. Je ne sais pas ce qui est arrivé à notre Clara. John a proposé de fournir des déclarations de police pour soutenir mon dossier de divorce, tandis que Sarah a promis des recommandations professionnelles de thérapeute pour m'aider à surmonter la trahison. Au moment où sa famille partait, j'ai récupéré une valise dans le placard de notre chambre et je l'ai placée à côté de Clara sur le canapé.
Je te suggère de faire tes valises avec ce dont tu as besoin ce soir, ai-je dit calmement. Je change les serrures demain matin. 6 mois plus tard, je vis dans un appartement moderne du centre-ville que j'ai moi-même conçu. Des lignes épurées, un mobilier minimaliste et des fenêtres du sol au plafond avec vue sur la ville. Le divorce a été finalisé rapidement, Clara recevant un règlement minimal et aucune pension alimentaire. Le juge a été particulièrement peu compatissant après avoir examiné les preuves vidéo la montrant en train de discuter de pilules contraceptives alors qu'elle subissait des traitements de fertilité à mes frais. J'ai gardé notre maison, bien que je n'y vive plus. Je la loue à un jeune couple de professionnels qui apprécient ces détails architecturaux sans en connaître l'histoire. L'équipement de surveillance reste installé, bien que je n'en parle jamais à mes locataires. La vie de Clara s'est complètement désintégrée. Sa famille maintient un contact minimal, la traitant avec une distance polie lors des rassemblements inévitables. Son entreprise de conception de mariage de luxe s'est effondrée lorsque les clients ont appris l'existence du scandale. Sa réputation de célébrer des unions sacrées brisée par sa propre infidélité. Elle travaille maintenant pour une agence de design d'entreprise, gagnant une fraction de ses revenus précédents. Nathan est retourné auprès de sa femme et de ses enfants après que sa liaison ait été rendue publique par l'intermédiaire des relations de la famille de Clara. Son mariage a survécu grâce à une coûteuse thérapie de couple, mais Clara a perdu à la fois son amant et son mari en une seule nuit. J'ai trouvé une paix inattendue dans ma solitude. Sans le stress constant des tromperies de Clara, je dors mieux, je me concentre plus clairement sur mon travail et j'ai commencé à fréquenter une collègue divorcée qui apprécie mon honnêteté. Mon cabinet d'architecture prospère à mesure que la rumeur se répand sur mon intégrité personnelle. Les clients me font confiance pour construire leur maison de rêve car ils savent que j'attache de l'importance aux fondations authentiques. Je garde les enregistrements des caméras comme assurance, mais je les regarde rarement. Les preuves ont rempli leur rôle, exposant la véritable nature de Clara aux personnes dont l'opinion comptait le plus pour elle. Ma vengeance a été complète, non pas parce que j'ai détruit la vie de Clara, mais parce que j'ai laissé ses propres actions la détruire naturellement. Comme toute structure bien conçue, elle a été construite sur des fondations solides et conçues pour durer. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, s'il vous plaît donnez un pouce en l'air à cette vidéo et laissez un commentaire ci-dessous. Votre soutien et de l'algorithme a poussé mon contenu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé, et on se voit dans la prochaine. Je pensais que je les sauvais. Il s'avère que c'était moi qui avais besoin d'être sauvé. Quand j'ai rencontré Sarah à cet événement caritatif de l'église, elle ressemblait à une femme qui se noyait au ralenti. Ses yeux contenaient cette exhaustion particulière qui vient du fait de mener des batailles seuls, et ses enfants, Lily, 14 ans, et Sam, 12 ans, s'accrochaient à elle comme à des bouées de sauvetage dans une mer agitée. Leur histoire est sortie autour d'un café. Un ex-mari violent, des batailles pour la garde des enfants, des difficultés financières. Chaque instinct protecteur que j'avais cultivé au cours de mes 42 années de vie de célibataire s'est soudainement concentré sur cette famille fragile. Thomas était un monstre, a-t-elle chuchoté cette première nuit, la voix brisée en parlant. Les choses qu'il a faites, les enfants en font encore des cauchemars. 6 semaines. C'est tout ce qu'il a fallu avant que je la demande en mariage. Mes amis me traitaient de fou, mais ils n'avaient pas vu Lily tressaillir quand une porte claquait, ni vu le regard vide de Sam lorsque des voix masculines s'élevaient. Je pouvais leur donner la stabilité, la sécurité, l'enfance qu'ils méritaient. Nous nous sommes mariés discrètement à la mairie, et je les ai installés dans ma maison coloniale de 4 chambres, la maison que j'avais achetée en pensant qu'un jour je la remplirais de ma propre famille. Les demandes ont commencé immédiatement. Enveloppé de traumatisme et livré avec des larmes. Marc m'a abordé Sarah 3 jours après le mariage, la voix hésitante. Le bal de promo de Lily est la semaine prochaine. Toutes ses amies s'habillent chez Nordstrom. Elle est déjà la nouvelle du groupe. Elle a laissé l'implication en suspens. $300 plus tard, Lily a examiné la robe que je lui avais achetée avec l'œil critique d'une rédactrice de mode. C'est de la saison dernière, a-t-elle annoncé sèchement. Tout le monde le saura. Quand j'ai suggéré qu'elle pourrait les changer, le visage de Sarah s'est décomposé. Elle a traversé tellement de choses, Marc, a-t-elle plaidé. Ne pouvons-nous pas juste avoir la bonne? Pour sa confiance. Donc, j'ai acheté la bonne. $450. Sam avait besoin d'une installation de jeux vidéo,
thérapeutique, selon Sarah. Cela l'aide à se connecter avec d'autres enfants sans l'anxiété de l'interaction en face à face, a-t-elle expliqué sérieusement. J'ai passé un samedi entier à assembler le bureau, à monter les moniteurs, à faire passer les câbles pendant que Sam jouait sur son téléphone à 2 mètres de là. Quand je lui ai demandé s'il voulait aider pour apprendre comment tout cela fonctionnait, il a levé les yeux brièvement. C'est à ça que tu sers, non, a-t-il marmonné avant de retourner à son écran. Sarah m'a touché le bras doucement quand je me suis tendu. Donne-lui du temps, chérie. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Chaque non déclenchait une mise en scène. Lily s'enfermait dans sa chambre, sanglotant assez fort pour que je l'entende à travers les murs. Sam restait silencieux pendant des jours, se déplaçant dans la maison comme un fantôme, s'assurant que je ressente le poids de sa déception. Et Sarah, ma femme, me regardait avec ses yeux épuisés, les mêmes qui m'avaient attiré, et me rappelait ce qu'ils avaient enduré. Tu ne comprends pas les traumatismes, Marc, est devenu son refrain constant. Tu as grandi dans un foyer stable. Ils ont besoin de se sentir en sécurité et aimés en ce moment, pas d'être disciplinés. J'ai commencé à travailler les samedis pour couvrir les dépenses croissantes. Des séances de thérapie privée, des cours particuliers spécialisés, des activités de renforcement de la confiance qui, d'une manière ou d'une autre, nécessitaient toujours de nouveaux équipements ou des frais. Mon poste de contremaître en construction payait bien, mais pas assez pour 3 personnes qui dépensaient comme si elles avaient des fonds fiduciaires de hedge funds. Tu n'es pas mon vrai père, déclarait Lily, maniant ses mots comme un scalpel chaque fois que je suggérais des limites. Tu ne peux pas me dire quoi faire. Alors peut-être que ton vrai père devrait payer pour ça, avais-je dit une fois, épuisé après un quart de travail de 12 heures. La maison est devenue silencieuse. Sarah ne m'a pas adressé la parole pendant 3 jours, et quand elle l'a finalement fait, c'était pour m'expliquer à quel point mes mots avaient été émotionnellement violents. Sam a perfectionné une approche différente. Il m'appelait Papa Marc quand il voulait quelque chose, testant le titre comme une clé dans une serrure. Papa Marc, il y a ce camp de baseball où tous mes amis vont, commençait-il. Sa voix devenait soudainement chaleureuse. Une fois qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, je redevenais juste Marc, ou plus souvent, rien du tout. Je tenais un compte mental de la reconnaissance que je ne recevais jamais. Le dîner d'anniversaire que j'ai cuisiné pendant qu'ils commandaient des pizzas à la place. Les vacances que j'avais planifiées et qu'ils ont passées à se plaindre de l'hôtel. Le matin de Noël où ils ont ouvert pour des milliers de dollars de cadeaux avec l'enthousiasme d'employés du département des véhicules motorisés, DMV, traitant des documents administratifs. Mais ce sont les petites cruautés qui m'ont usé. Trouver mes outils éparpillés sous la pluie après que Sam les ait empruntés. Lily utilisant la courte pointe de ma grand-mère pour protéger son sol pendant qu'elle se vernissait les ongles. Sarah oubliant notre anniversaire, mais se souvenant de l'anniversaire de son ex avec une tristesse qui remplissait la maison. Après 3 ans, j'ai réalisé quelque chose de dérangeant. Ils ne guérissaient pas de leur traumatisme, ils le transformaient en arme. Le schéma s'est révélé lentement, comme une photographie se développant à l'envers. Ce qui semblait clair devenait de plus en plus déformé jusqu'à ce que je ne puisse plus reconnaître ce que j'avais regardé tout au long de ce temps. Cela a commencé par de petites observations. Lily pleurant à cause de l'annulation d'une sortie shopping, de vraies larmes coulant sur son visage, pour répondre à l'appel d'une amie 30 secondes plus tard avec une gaieté parfaite. Ouais, je meurs littéralement d'ennui, riait-elle au téléphone. Mon beau-père est encore super bizarre à propos de l'argent. Aucune trace de la dévastation qu'elle avait jouée pour mon bénéfice. Sam avait son propre répertoire. Des crises d'angoisse frappaient avec une précision suisse chaque fois qu'il fallait faire du travail de jardinage. Des crises de panique se matérialisaient quand ses notes chutaient et que des conséquences se profilaient. Mais je le surprenais à son installation de jeu, la main ferme, en train de provoquer ses adversaires sans un tremblement dans la voix, quelques instants après avoir prétendu être trop dépassé pour sortir les poubelles. La performance la plus élaborée s'est produite au printemps dernier. Lily voulait assister à un festival de musique, 3 jours, à 800 km de là avec des jeunes que je n'avais jamais rencontrés. Lorsque j'ai exprimé mes inquiétudes concernant la sécurité et la supervision, elle s'est effondrée dans l'hystérie. « Tu ne me fais pas confiance ?» a-t-elle gémi, les larmes coulant librement. « Tu penses que je suis une sorte de comme Thomas le disait toujours ? Je me sens enfin assez normal pour vouloir des expériences normales d'adolescente, musique et tu m'enlèves ça. » Sarah s'est matérialisée instantanément, son timing impeccable comme toujours. « Marc,
Chérie, a-t-elle dit doucement, me frottant l'épaule. C'est en fait un progrès. Son thérapeute dit que l'intégration sociale est cruciale à ce stade. Bien sûr, je n'avais pas été invité à ces séances de thérapie où de telles idées étaient apparemment partagées. Plus tard cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je suis passé devant la chambre de Lily et je l'ai entendue au téléphone. Ouais, le truc des pleurs a totalement marché, disait-elle. C'est tellement une lavette. Maman m'a entraîné à mentionner Thomas. Marc perd la tête quand on parle de notre père. L'hémorragie financière s'est accélérée. Sarah restait sans emploi, bien que ses raisons aient évolué de manière créative. Troubles anxieux, fatigue chronique, problèmes auto-immuns non spécifiés qui empêchaient de travailler, mais pas de faire du shopping ou des déjeuners avec des amis. Elle voyait un thérapeute via mon assurance, qui validait apparemment chaque raison pour laquelle elle ne pouvait pas contribuer financièrement. Je fais le travail émotionnel de guérir cette famille, m'a-t-elle dit quand j'ai suggéré ne serait-ce qu'un travail à temps partiel. Est-ce que ça ne vaut pas quelque chose pour toi? Pendant ce temps, les exigences ont augmenté. L'équipe de baseball itinérante de Sam coûtait 8 000 $ par an, sans compter l'équipement, les voyages et les hôtels. L'équitation thérapeutique de Lily, parce que la thérapie traditionnelle ne l'atteignait pas, coûtait 1200 cents par mois. Sarah avait besoin d'une voiture plus récente. La sienne ne la faisait pas se sentir en sécurité, bien qu'elle n'ait que 3 ans et qu'elle soit parfaitement entretenue. J'ai contracté des dettes de carte de crédit pour la première fois de ma vie. Puis une deuxième carte. Puis une ligne de crédit sur la valeur acquise de la maison pour les soins dentaires de Sarah, des facettes cosmétiques qu'elle insistait pour dire nécessaires à son estime de soi. La révélation est venue accidentellement. La sœur de Sarah, Patricia, est venue nous rendre visite pour un week-end. Elles avaient bu du vin sur la terrasse, sans se rendre compte que la fenêtre de la salle de bain était ouverte. J'étais en train de réparer les toilettes qui coulaient quand je les ai entendues. Ma fille, tu l'as complètement dressée, Harry Patricia. La réponse de Sarah m'a glacé le sang. C'est facile. Les hommes comme Marc ont besoin de se sentir utiles. Tu leur donnes une mission, sauver la famille brisée, et ils se tueront à la tâche en essayant de l'accomplir. Les enfants connaissent leur rôle. Quelques larmes, quelques discussions sur les traumatismes. Et ils cèdent à chaque fois. Tu ne te sens pas mal, a demandé Patricia. Pourquoi, a répondu Sarah. Pour m'assurer que mes enfants aient la vie qu'ils méritent? Marc a choisi cela. Personne ne l'a forcé à m'épouser. Il voulait être le héros, alors je l'ai laissé faire. C'est un échange équitable. Il a l'occasion de se sentir important, nous avons la sécurité. Mais les enfants le traitent comme de la haine, a insisté Patricia. Il se protège de l'attachement, a expliqué Sarah avec désinvolture. C'est en fait sain, selon tout ce que j'ai lu sur les familles recomposées. C'est mieux que s'il se rapprochait trop et qu'il soit blessé quand les choses ne marcheront plus. Tu as prévu que les choses ne marcheront plus, a demandé Patricia. La pause de Sarah s'est prolongée suffisamment longtemps pour que je cesse de respirer. Je prévois que les choses marchent exactement aussi longtemps qu'elles le devront, a-t-elle finalement répondu. Les enfants seront bientôt à l'université. Marc est bon pour ça au moins. Je me suis assis sur le sol de cette salle de bain jusqu'à ce que mes jambes s'engourdissent, assimilant la vérité que mon mariage était une longue arnaque et que j'étais le pigeon. Cette nuit-là, j'ai commencé à écrire chaque histoire qu'ils m'avaient racontée sur leur père. Au matin, j'avais 3 versions différentes du même événement traumatisant. La vérité résidait dans des détails qu'ils avaient oublié de coordonner. Selon la version de Lily, Thomas avait jeté une assiette contre le mur lors d'une dispute lorsqu'elle avait 8 ans. Dans le récit de Sam, c'était un verre et il avait 10 ans, ce qui aurait fait 12 ans pour Lily, et non 8. Le récit de Sarah impliquait un service de vaisselle entier détruit dans un accès de rage lorsque les enfants étaient très jeunes, bien qu'elle n'ait jamais pu préciser leurs âges. Je suis devenu un détective dans ma propre vie, cataloguant les incohérences avec la rigueur d'un procureur montant un dossier. Les enfants qui se recroquevillaient soi-disant devant leur père violent ne montraient aucun signe d'hypervigilance. Les bruits forts ne les faisaient pas tressaillir. La colère masculine ne déclenchait pas de réaction de peur visible. Ils naviguaient dans les conflits avec la confiance d'enfants qui n'avaient jamais vraiment été menacés. Les dossiers du tribunal racontaient une histoire différente de celle du récit de Sarah. Je les avais demandés par l'intermédiaire d'un détective privé, en payant en espèces pour que cela n'apparaisse pas sur nos comptes conjoints. Thomas s'était battu pour une garde partagée.
Le juge n'avait trouvé aucune preuve d'abus, mais Sarah avait obtenu la garde principale sur la base de la stabilité de l'environnement et de son rôle de soignante principale pendant le mariage. L'ordonnance restrictive dont elle avait parlé était temporaire, rejetée après enquête, jamais rétablie. Les réseaux sociaux de Thomas peignaient l'image d'un homme désespéré de maintenir un lien avec ses enfants. Des publications d'anniversaire chaque année. Joyeux 17e anniversaire à ma belle-fille. Papa t'aime pour toujours. Des photos de la fête des pères datant d'avant le divorce montrant un parent engagé et affectueux. Des commentaires d'amis communs exprimant leur confusion quant aux raisons pour lesquelles les enfants n'allaient plus jamais lui rendre visite. Les registres financiers ont révélé que Thomas n'avait jamais manqué un paiement de pension alimentaire. En fait, il payait souvent en avance et avait volontairement augmenté le montant lorsqu'il avait reçu une promotion. Les cadeaux de Noël et d'anniversaire que Sarah disait n'être jamais arrivés? J'ai trouvé les reçus dans ses courriels. Elle les avait retournés contre des avoirs en magasin. Le détective a découvert quelque chose de pire. Sarah avait entraîné les enfants à lancer de vagues accusations lors des audiences pour la garde. Pas assez pour des accusations criminelles, mais suffisant pour empoisonner le puits. Elle s'était présentée comme la mère protectrice, protégeant ses bébés d'un homme dangereux, tout en les aliénant systématiquement de leur père. La thérapeute que Sarah voyait, le docteur Regina Faulkner, dirigeait un cabinet spécialisé dans l'autonomisation des femmes par la récupération stratégique après un divorce. Son site web présentait des témoignages de femmes qui avaient réussi à réimaginer leur structure familiale pour des résultats optimaux. Un code pour dire utiliser les enfants comme arme contre les pères tout en obtenant un soutien financier maximal. J'ai retrouvé le numéro de Thomas et je l'ai appelé depuis un téléphone jetable pendant ma pause déjeuner. Allô, est venue sa voix fatiguée mais gentille. Thomas? C'est Mark Stevens. Je suis le nouveau mari de Sarah, il m'a interrompu. Pas de colère, juste de la résignation. Est-ce que les enfants vont bien? Cette question a brisé quelque chose en moi. Voici le prétendu monstre demandant des nouvelles d'enfants qui avaient été entraînés à le haïr, pendant que moi, le prétendu sauveur, j'appelais pour recueillir des informations pour mon plan d'évasion. Ils vont bien, ai-je réussi à dire. Je dois te demander quelque chose. Les as-tu déjà maltraités? Il m'a coupé avec un rire amer. Non, mais peu importe ce que je dis, n'est-ce pas? Sarah s'en est assurée. Je n'ai pas vu mes enfants depuis 3 ans, monsieur Stevens. Non pas parce que je ne le veux pas, mais parce qu'elle les a convaincus que je suis dangereux. Chaque fois que j'essaie de les contacter. Elle dépose un nouveau dossier au tribunal. Harcèlement, traque. J'ai dépensé 30 000 $ en frais juridiques juste pour essayer d'obtenir des appels téléphoniques avec mes propres enfants. Pourquoi ne t'es-tu pas battu plus fort, ai-je demandé. Comment se battre contre l'aliénation parentale quand le système croit les mères par défaut, a-t-il répondu, la douleur évidente dans sa voix. Quand tes enfants ont été entraînés à avoir peur de toi, je pourrais forcer le droit de visite, les traumatiser davantage, prouver le récit de Sarah selon lequel je suis le méchant. Ou je peux attendre. Espérer qu'un jour ils seront assez grands pour voir la vérité. Ça me tue. Mais quel choix ai-je? Nous avons parlé pendant 1 heure. Thomas était un comptable qui avait été licencié lors d'une réduction d'effectifs économiques 6 mois après leur divorce. Le catalyseur que Sarah avait utilisé pour le dépeindre comme instable et non fiable. Il avait reconstruit sa carrière mais n'avait jamais récupéré sa réputation de père. Prends soin d'eux, a-t-il dit avant de raccrocher. Peu importe ce qu'est Sarah, ce sont toujours mes enfants. Cette nuit-là, j'ai observé ma famille pendant le dîner. Sarah s'est plainte du restaurant que j'avais choisi pour notre sortie hebdomadaire du vendredi soir. Trop bruyant, trop décontracté, trop quelque chose. Lily a passé tout le repas sur son téléphone, refaisant surface occasionnellement pour critiquer la nourriture. Sam a commandé l'article le plus cher du menu, a pris 3 bouchées et l'a déclaré dégoûtant. J'ai passé des semaines à perfectionner mon plan. Il pensait m'avoir brisé et soumis, mais il n'avait aucune idée de ce dont un homme patient était capable lorsqu'il cessait finalement d'être patient. Le vendredi est arrivé avec une clarté inhabituelle. Le genre de soirée fraîche où chaque détail semble gravé en haute définition. J'avais choisi cette nuit spécifiquement. Thomas était prêt, les documents légaux étaient déposés, les déménageurs étaient prévus pour le lendemain matin. 3 années de mariage réduites à une série de plans de secours et de préparation stratégique. Pourquoi mangeons-nous à la maison, a demandé Sarah,
l'irritation claire dans sa voix. C'est vendredi. Je pensais que nous pourrions faire un bon dîner de famille, ai-je répondu en dressant le rôti de bœuf que j'avais passé tout l'après-midi à préparer. Son préféré, autrefois, quand elle faisait encore semblant de se soucier des choses que je faisais pour elle. Ça a l'air dégueulasse, a annoncé Sam avant même de s'asseoir. Sa réponse par défaut à tout ce qui exigeait de la gratitude. Alors ne le mange pas, ai-je dit doucement, ce qui m'a valu un regard noir de Sarah. Habituellement, j'aurais cajolé, proposé de préparer autre chose, me serais excusé de l'avoir déçu. Lily a émergé de sa chambre avec 20 minutes de retard, malgré 3 appels pour le dîner. Je vais chez Madison plus tard, a-t-elle annoncé plutôt que demandé. Non, tu n'iras pas, ai-je répondu calmement. La table est devenue silencieuse. Je ne disais jamais non sans me laisser convaincre du contraire. Pardon, a-t-elle dit, le ton glacial. Tu ne vas pas chez Madison. Nous avons un dîner de famille, ai-je répété. Tu ne peux pas, a-t-elle commencé. Je peux, les jeux interrompus. Je paie pour le toit au-dessus de vos têtes, la nourriture sur cette table, le téléphone dans ta main. Alors ce soir, tu t'assieds ici et tu manges avec la famille dont tu prétends faire partie quand tu as besoin de quelque chose. Le visage de Sam s'est assombri. C'est n'importe quoi, a-t-il marmonné en sortant son téléphone. Cette insulte à $800 à ma générosité, et il a commencé à faire défiler agressivement. Range-le, ai-je dit fermement. Oblige-moi, a-t-il défié, la défiance calculée dans sa voix. Il savait exactement jusqu'où il pouvait aller, exactement quelle dose d'irrespect j'avalerais pour garder la paix. Pas ce soir. Avec plaisir, ai-je dit en tendant la main pour lui prendre le téléphone des mains. Ce qui s'est passé ensuite était délibéré, pas accidentel. Sam a essayé de l'attraper, et dans la lutte théâtrale qu'il avait initiée, le téléphone est tombé par terre. Il a tapé du pied dessus violemment, l'écran se brisant avec un craquement satisfaisant. « Regarde ce que tu as fait !» a-t-il hurlé. « Tu as cassé mon téléphone. » Sarah a haleté. « Marc. Comment as-tu pu » s'est-elle écriée. « Je n'ai rien cassé. » Sam vient juste de détruire sa propre propriété, ai-je déclaré calmement. Il n'est pas à toi, il est à moi, a rétorqué Sam. Tu l'as acheté, et tu m'en achètes un nouveau ce soir. Le nouvel iPhone. Le sentiment de droit dans sa voix était à couper le souffle. Il avait délibérément détruit un objet coûteux et exigeait immédiatement un modèle supérieur. C'était leur schéma distillé à son essence. Non, ai-je simplement dit. Comment ça, non? La voix de Sarah est montée d'un ton. Il a cassé son téléphone, et je ne le remplace pas, ai-je répété. Tu es vraiment un C. A crié Sam en se levant, sa chaise raclant le sol en arrière. Mon vrai père ne nous traiterait jamais comme ça. C'était là. L'arme qu'ils aiguisaient depuis 3 ans, déployée chaque fois que je montrais un peu de cran. Ton vrai père? Le père parfait fantôme qu'ils avaient créé à partir des cendres d'un homme qu'ils avaient aidé à détruire. Ton vrai père, ai-je demandé, gardant ma voix calme. Tu veux dire Thomas? Celui qui supplie de vous voir depuis 3 ans? Celui dont votre mère bloque les appels? Ce vrai père? Sarah a blêmi. Marc, arrête, a-t-elle averti. Au moins, c'était un vrai homme, a craché Lily, se joignant à l'assaut de son frère. Il ne s'est jamais mis en travers de notre chemin. C'était un meilleur père que tu ne le seras jamais. Un vrai homme? J'ai ri et quelque chose dans ce son les a tous fait reculer. Un vrai homme que vous n'avez pas vu depuis 3 ans parce que votre mère vous a convaincu qu'il était dangereux? Qui paie sa pension alimentaire en avance chaque mois pendant que vous vivez sur mes revenus? Qui envoie des cadeaux que votre mère retourne contre des avoirs en magasin? Tu mens, a crié Sam désespérément. Ah bon? Je me suis tourné vers Sarah. Sarah, parle-leur des cadeaux de Noël. Des cartes d'anniversaire. Parle-leur de Thomas qui appelle à la maison pendant qu'ils sont à l'école, suppliant d'avoir juste 5 minutes pour entendre leur voix. Le masque de Sarah a complètement glissé. Tu ne comprends pas, a-t-elle commencé. Je comprends parfaitement, les jeux coupés. Tu as transformé ces enfants en armes contre leur père et tu as essayé de faire la même chose avec moi. La seule différence, c'est que je ne suis pas leur père. Je suis juste l'idiot qui pensait sauver une famille dans le besoin. Marc, s'il te plaît.
Les larmes de Sarah ont commencé pile au bon moment. Garde-les, ai-je dit froidement. J'ai vu cette performance trop de fois. Lily, Sam, félicitations. Vous voulez votre vrai père? Vous allez l'avoir. Faites vos valises. Quoi? A haleté Lily, son agressivité s'évaporant. Vous allez vivre avec Thomas ce soir, tous les trois, ai-je annoncé. Tu ne peux pas faire ça. Sarah s'est levée, ne pleurant plus. C'est notre maison. C'est ma maison, ai-je corrigé. Tu es ma femme, pas mon propriétaire. Et selon les documents que j'ai déposés ce matin, tu ne le es même plus pour très longtemps. Le silence qui a suivi a été total. Plus de performance, plus de manipulation. Juste la vérité n'eût suspendu en l'air comme de la fumée après un incendie. Alors que je les regardais se dépêcher d'emballer leurs quelques biens, j'ai réalisé qu'ils obtenaient enfin ce qu'ils avaient toujours prétendu vouloir. Une vie sans moi. Le trajet jusqu'au complexe d'appartements de Thomas a duré 37 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé chaque chiffre s'écouler sur l'horloge du tableau de bord, mémorisant ce dernier voyage avec mon erreur de 3 ans. Sarah était assise sur le siège passager, passant en revue tout son répertoire. Larmes, menaces, séduction, culpabilité. Les enfants étaient blottis à l'arrière, silencieux pour une fois. Leurs téléphones éteints, leur défiance évaporée. Marc, chérie, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Parlons de ça à la maison. Les enfants ne pensaient pas ce qu'ils ont dit. Oh que si, ai-je répondu. Et toi aussi, cette nuit-là avec Patricia. Échange équitable, n'est-ce pas? J'ai l'occasion de me sentir important, tu obtiens la sécurité? Elle s'est figée. Dans le rétroviseur, j'ai vu Lily et Sam échanger des regards. La première fois en 3 ans que je les voyais l'air véritablement incertains. Tu ne comprends pas, a-t-elle recommencé. Arrête. Arrête tout simplement, les jeux interrompus. Je comprends que tu as pris un homme bien, que tu l'as dépeint comme un monstre et que tu lui as volé ses enfants. Je comprends que tu m'as vu comme la prochaine cible. Je comprends que tu as entraîné Lily et Sam à voir la gentillesse comme une faiblesse. Où allons-nous? A demandé Sam, la voix brisée. Pas la manipulation émotionnelle prévue, mais une vraie peur. Chez ton vrai père, ai-je répondu. Celui dont tu viens de me dire qu'il était meilleur que je ne le serai jamais. Maman, a chuchoté Lily. Ce seul mot portait tout le poids d'une enfant réalisant que les adultes l'avaient laissé tomber. L'ultime stratagème de Sarah était pathétique. Il ne voudra pas de nous, a-t-elle dit désespérément. Il n'a même pas essayé de les voir. Parce que tu l'as menacé d'ordonnances restrictives chaque fois qu'il a essayé, ai-je rétorqué. Mais devine quoi? Il vous attend. Je l'ai appelé il y a 3 heures. Thomas vivait dans un appartement de 2 chambres dans un quartier convenable, propre, sûr, mais très loin de ma maison coloniale de 4 chambres. Sa Toyota Camry était garée sur sa place attitrée, vieille de 6 ans, bien entretenue. L'homme qui a ouvert la porte avait l'air plus vieux que ses 38 ans, fatigué, mais d'une certaine façon digne. Lily? Sam? Sa voix s'est brisée sur leur nom. Les enfants sont restés figés, confrontés à la réalité que leur monstre était juste un homme brisé qui les aimait. Pas de rage, pas de violence, juste des larmes coulant sur son visage alors qu'il regardait des enfants qu'il n'avait pas vus depuis 3 ans. Je vais aider avec les bagages, m'a dit Thomas. D'homme à homme, aucune animosité dans sa voix. Nous avons déchargé en silence pendant que Sarah tentait une dernière manipulation. Les enfants, dites à Marc que vous voulez rentrer à la maison, les a-t-elle poussés. Dites-lui que vous ne voulez pas rester ici. Mais il ne pouvait pas parler. La dissonance cognitive était trop sévère. Tout ce en quoi ils croyaient s'effondrait. Leur père, le soi-disant agresseur, était doux et accueillant. Leur beau-père, le soi-disant pigeon, avait assez de cran pour partir. Leur mère, la soi-disant victime, était révélée comme l'architecte de la misère de chacun. Sarah, a dit doucement Thomas. Il y a un canapé-lit. Tu peux rester jusqu'à ce que tu trouves une solution. Mais les chambres des enfants sont prêtes. Je ne les ai jamais changées, au cas où. Ça a brisé samedi. Il s'est mis à sangloter, de vraies larmes, pas le genre répété. Pourquoi tu nous as quittés, a-t-il demandé à son père. Je ne vous ai pas quitté, mon fils, a répondu gentiment Thomas. J'ai été là tout le temps.
J'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée, des copies des documents du tribunal, les reçus des cadeaux retournés. 3 années de tentatives de Thomas pour maintenir le contact. C'est la vérité, ai-je dit en la leur tendant. Faites-en ce que vous voulez. Sarah a fait une dernière tentative. Marc, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Les enfants ont besoin de stabilité. Les enfants ont besoin d'honnêteté, ai-je contré. Ils ont besoin de leur père. Ils ont besoin d'apprendre que les actes ont des conséquences. Je me suis tourné vers Lily et Sam, vous vouliez que je disparaisse de vos vies. Félicitations, votre vœu est exaucé. Mais et pour l'université, a demandé Lily, ses priorités inchangées même en pleine crise. C'est entre vous et vos parents maintenant, ai-je répondu. Vos vrais parents. C'est un abandon, a hurlé Sarah. Je vais te poursuivre en justice. La carte de mon avocat est dans cette enveloppe, ai-je dit en la coupant. Il t'expliquera pourquoi tu n'as pas de dossier. Je ne les ai jamais adoptés. Je n'ai aucune obligation légale de continuer à subvenir aux besoins d'enfants qui ne sont pas les miens, surtout après des abus émotionnels et une exploitation financière documentée. J'ai regardé Thomas. Je suis désolé, ai-je dit sincèrement. D'avoir cru au mensonge. D'avoir fait partie de ça. Il a hoché la tête. Prends soin de toi, Marc, a-t-il répondu. Le retour vers ma voiture m'a fait l'effet de sortir de sous l'eau. Chaque pas plus léger que le précédent. Derrière moi, j'ai entendu Sam demander à Thomas, est-ce que tu veux vraiment qu'on soit là? J'ai eu envie que vous soyez là tous les jours pendant 3 ans, a répondu Thomas, la voix lourde d'émotion. Les derniers mots de Sarah étaient prévisibles. Tu vas le regretter, Marc. Tu seras seul. Je me suis retourné une dernière fois. J'ai été seul pendant 3 ans, Sarah, ai-je dit. Je ne le savais juste pas. J'ai conduit vers mon avenir sans me retourner, enfin libéré des personnes qui confondaient la gentillesse avec la faiblesse et la générosité avec l'obligation. 6 mois plus tard, je suis assis dans mon appartement, un 2 pièces dans un immeuble avec une salle de sport et une piscine que j'ai réellement le temps d'utiliser. Les meubles sont à moi, choisis sans comité, sans critique. Le silence n'est pas solitaire. Il est paisible. Sarah travaille chez Target maintenant. Le divorce a été non contesté. Elle n'avait pas les moyens de le contester, et j'avais documenté suffisamment d'abus émotionnels et financiers pour rendre toute réclamation non pertinente. Elle avait essayé de réclamer une pension alimentaire, mais 3 années de mariage et son chômage volontaire ont joué contre elle. Le juge a vu clair dans son jeu, surtout avec ses aveux enregistrés à Patricia versés comme preuve. Thomas envoie parfois des nouvelles. Nous ne sommes pas amis, trop de passé pour cela, mais nous partageons un lien étrange. Les enfants s'adaptent. Sans le poison constant de leur mère, ils apprennent lentement qui est vraiment leur père. Lily suit des cours dans un collège communautaire et travaille à temps partiel dans une librairie. Plus de vêtements de créateurs ni d'équitation thérapeutique. Sam joue dans une ligue récréative locale, et se rend à l'entraînement à vélo. Son téléphone est un modèle basique que Thomas lui a acheté, avec l'accord que s'il le casse, il s'achètera le prochain lui-même. Ils ont essayé de me contacter 2 fois. Une fois par un SMS de Lily, je suis désolé. Nous n'avions pas compris. Je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent pas. La 2e fois, Sam a laissé un message vocal. Je sais que tu nous détestes probablement, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant. Ce qu'on a fait. Ce que maman a fait. Je suis désolé. Peut-être qu'un jour je serai prêt à leur pardonner. C'étaient des enfants, des armes dans la guerre de leur mère. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli, et il ne signifie certainement pas de rouvrir des portes qu'il vaut mieux laisser fermer. Les tentatives de Sarah pour reprendre contact frôlaient le harcèlement jusqu'à ce que mon avocat lui envoie une lettre de mise en demeure. Son dernier email, envoyé juste avant la date limite légale, était un chef-d'œuvre d'illusion. Malgré tout, je sais que tu nous aimes toujours. Quand tu seras prêt à être une famille à nouveau, nous t'attendrons. Je l'ai transféré à mon avocat et j'ai bloqué son adresse email. Mon compte bancaire se redresse. Mes cartes de crédit sont remboursées. La maison s'est vendue assez cher pour effacer la ligne de crédit et me laisser une réserve décente. Je fréquente quelqu'un maintenant, prudemment, lentement, avec les yeux grands ouverts. Elle a sa propre carrière, son propre appartement,
sa propre vie. Musique, elle veut un partenaire, pas un sauveur. La plus grande vengeance n'a pas été de les détruire ou de les voir souffrir. Cela a été simplement de prendre du recul et de les laisser faire face aux conséquences naturelles de leur choix sans mon interférence. Sarah doit travailler pour la première fois depuis des années. Les enfants doivent construire une relation authentique avec leur père au lieu d'un fantasme de victimisation. Ils doivent tous vivre en sachant qu'ils avaient quelqu'un qui a sincèrement essayé de les aimer, et qu'ils l'ont jeté pour de l'argent et de la manipulation. Certaines nuits, je repense à ces 3 années, aux milliers de dollars dépensés, à l'énergie émotionnelle épuisée, à la dignité abandonnée morceau par morceau. Mais surtout, je pense à la leçon apprise. La gentillesse sans limite n'est pas du tout de la gentillesse. C'est de la complaisance, et l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation. L'histoire ne se termine pas par une vengeance dramatique, mais par une simple vérité. Je me suis sauvé. Et parfois, c'est la seule personne que vous pouvez sauver. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, s'il vous plaît donnez un pouce en l'air à cette vidéo et laissez un commentaire ci-dessous. Votre soutien et de l'algorithme a poussé mon contenu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé, et on se voit dans la prochaine.